Nous sommes avec monsieur le député Sylvain Wasserman. Bonjour monsieur, merci d'être là. Vous êtes l'homme du jour d'une certaine façon puisque vous êtes auteur-rapporteur de la proposition de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. C'est notre sujet. On va s'interroger sur le droit d'alerte, peut-être même le devoir d'alerte. Vous allez nous expliquer quel est le sens de votre travail législatif, ce qu'il apporte de plus par rapport à la loi Sapin. Il y a une loi Sapin. On a beaucoup de sujets à évoquer ensemble parce que le domaine agricole, le domaine de la traitement des plantes, des phytos notamment, a été un terrain d'expression du droit d'alerte, parfois d'ailleurs abusif. Hein, on le commentera ensemble. On va commencer avec vous, monsieur le député. Expliquez-nous peut-être, pour démarrer, ça pose le cadre de nos échanges, expliquez-nous. Bonjour, merci maître. Maître Pelletreau nous a rejoint. Merci beaucoup. Pardon. Bon, tout va bien. Monsieur le député, on commence avec vous donc. Quel est le sens de votre proposition de loi? Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à la loi Sapin ou quels étaient les manques de la loi Sapin, si je pose la question différemment? Oui, alors vous commencez par une question sur laquelle je vais éviter de passer une heure pour y répondre, mais c'est exactement le cœur du sujet qui a animé mes travaux. Peut-être simplement vous dire d'où vient ce texte, ce n'est pas juste une proposition de loi qu'on a écrite sur un coin de table, les mains dans les poches. C'est il y a 3 ans où j'ai travaillé sur un rapport au Conseil de l'Europe pour étudier le droit en Europe et regarder comment les démocraties modernes traitaient leurs lanceurs d'alerte et quels dispositifs de protection ils mettaient en œuvre. J'en ai acquis la conviction que ça devient un véritable marqueur démocratique dans nos sociétés modernes. À côté de l'indépendance de la justice ou de la liberté de la presse, de plus en plus, vous aurez un pilier démocratique que constitueront les lanceurs d'alerte. Et la façon dont on les protège, c'est un enjeu de nos démocraties. Donc, c'est ça qui a nourri mes réflexions il y a 3 ans. Il y avait une directive européenne également qui arrivait et qui avait été alimentée par les travaux du Conseil de l'Europe et qui a été votée à Strasbourg en 2019. Et puis, il y avait une loi, Sapin 2, qui avait été innovante en 2016, mais dont un rapport parlementaire, celui de M. Gauvin et Marlex, Gauvin étant de LREM et Marlex de LR, donc un rapport transpartisan. La loi Sapin 2, donc, dont ce rapport montrait les limites. Et donc, en croisant ces 3 choses, le rapport du Conseil de l'Europe, la directive européenne et les lacunes de la loi Sapin 2, j'ai écrit ce texte qui, du coup, apporte des avancées concrètes. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je donne des exemples. Si, en deux mots, c'est bien de le dire, oui. C'est bien. Oui, alors, en fait, ce texte traite de chaque étape de la vie du lanceur d'alerte. Ça commence par la façon dont le lanceur d'alerte reporte à qui il s'adresse. Jusqu'à présent, dans la loi française, si votre usine déverse du mercure dans la rivière d'à côté, vous êtes obligé de vous adresser d'abord à votre supérieur hiérarchique, à votre canal interne, ce qu'on appelle le canal interne. Donc, vous êtes obligé d'aller voir votre patron pour faire court, pour lui dire « Au fait, je sais que tu déverses du mercure dans la rivière d'à côté ». Donc, évidemment, on voit les limites de ce modèle-là. À défaut, il s'agit d'une faute pour le salarié. Imaginons que le salarié informe la préfecture, par exemple. Alors, oui, c'est-à-dire il n'est pas considéré comme lanceur d'alerte s'il ne passe pas par le canal interne en droit français et donc il n'a pas les protections afférentes au lanceur d'alerte. Voilà. Donc, il peut être accusé de vol, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, il n'est pas lanceur d'alerte. Donc, il relève du droit commun. S'il prend un rapport et qu'il l'emmène à l'extérieur, il peut être accusé de vol de documents, enfin, etc. D'accord. Aujourd'hui, enfin, avec ma loi, grâce à la directive européenne d'ailleurs, qui le précisait très clairement, le lanceur d'alerte peut s'adresser soit au canal interne que l'entreprise construit, et dans un grand nombre de cas, ça convient parfaitement, soit directement à une liste d'autorités indépendantes qui auront l'obligation de traiter son alerte dans des délais impartis. Donc ça, c'est le premier exemple, c'est vers qui on s'adresse. Deuxième exemple, les représailles. Lancer des représailles, licencier un lanceur d'alerte, le mettre au placard, le mettre sur une liste noire des employeurs, ça devient un délit pénal. Un délit pénal pour le dirigeant de l'entreprise qui s'amuserait à lancer des représailles à l'encontre d'un lanceur d'alerte. Donc évidemment, c'est une dissuasion massive, parce qu'évidemment, c'est le casier judiciaire personnel du directeur d'entreprise qui est en jeu, en l'occurrence. Et puis, troisième exemple, beaucoup de lanceurs d'alerte gagnaient leur procès, mais s'endettaient à chaque fois un peu plus pour payer leurs avocats. Il y avait une espèce de déséquilibre entre un Goliath qui arrivait avec sa batterie d'avocats et qui lançait une batterie de procédures
et puis un David qui était tout seul face à ça et qui n'avait, avec son petit salaire, pas les moyens de se payer un avocat. Donc, le juge peut désormais mettre les coûts de la défense à la charge de l'attaque. Donc, c'est une procédure nouvelle sur laquelle on peut rééquilibrer le combat judiciaire, si je puis dire, pour lui permettre au de le mener. Donc, 3 exemples concrets. Oui. Il y en a beaucoup d'autres, mais 3 exemples concrets qui montrent que cette loi s'adresse à chaque étape concrète de la vie d'un lanceur d'alerte. Eh bien, on demandera tout à l'heure à Jean-François Narbonne, on a suivi ensemble des cas d'alerte qui se sont révélés être des alertes abusives, des alertes de caractère un peu idéologique, des alertes militantes, pour employer un mot aimable. On verra en quoi votre loi aurait changé les choses. Mais avant de donner la parole à Jean-François Narbonne, je me tourne vers Sylvain Pelletreau. Comment concilier, avec les éléments de la loi de monsieur le député, comment concilier la protection du lanceur d'alerte et aussi la protection des sociétés ou des personnes, alors des personnes morales ou physiques d'ailleurs, qui sont mises en cause? Merci de me donner la parole. C'est une vraie question, en fait. J'ai lu avec attention le rapport de Mme la sénatrice et de monsieur le député Wesermann. C'est effectivement, il y a une question d'équilibre à avoir. Je pense que la thématique globale dans laquelle on se place, c'est finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité on a des activités. Alors, moi, je parle en tant qu'avocat spécialisé en droit de l'environnement. Donc, alors déjà, effectivement, mon secret professionnel a été préservé par monsieur le député, je vous en remercie. Au titre d'autre, celui-ci a été encore préservé. Mais la question, donc, si je viens sur mathématiques, on a des entreprises qui ont des chemins de perfection à avoir, ça c'est absolument certain. Et on a des canaux de contrôle qui sont prévus. Et je crois qu'effectivement, c'est ce que disait Mme la sénatrice Di Folco, il faut qu'on retrouve un équilibre entre les intérêts légitimes de l'entreprise et la nécessité de mettre sur le banc public en fait, les faits qui pourraient être reprochés à telle ou telle entreprise. Je méfie toujours un peu en revanche des termes, je suis désolé monsieur le député de les reprendre, mais un chef d'entreprise s'amuserait à faire des représailles, on est à David contre Goliath. Je crois qu'il faut se méfier sur ce genre de thématique, si importante soit-elle, de ne pas faire d'opposition entre les gentils et les méchants. Et c'est pour ça que j'ai lu avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt la volonté de faire une conciliation entre les intérêts légitimes de l'entreprise d'un côté et la protection des lanceurs d'alerte. On y reviendra plus en détail, mais si vous voulez, je pense qu'il faut être quand même conscient de cela. Et je vois bien effectivement, dans le cadre des rapports qu'on a lus, il y a et c'est ce que vous disiez en présentation du reste, les problématiques de vérité scientifique, vérité médiatique, Oui. j'ai envie de dire vérité juridique aussi. Et ça, c'est un point qui est vraiment très important. Ce dont on se rend compte, moi pour l'avoir vécu avec un certain nombre de mes clients, c'est que quand les informations partent sur la voie publique, le coût est quasiment irrattrapable. Et on le voit. Certaines associations en sont les spécialistes et certaines entreprises en ont fait très largement les frais. Et on le voit bien, aujourd'hui, on est pris dans un mouvement de vitesse médiatique qui n'est pas la vitesse juridique, qui par définition prend son temps pour analyser les choses. Et une fois que les anathèmes sont lancés, la balle est partie, quoi. Donc c'est pour ça que c'est toujours difficile. Et moi, j'avoue, je suis toujours extrêmement prudent quand on veut opposer, dire que d'un côté, il y a les gentils et de l'autre côté. Non, mais est-ce que je peux réagir? C'est très important. Réagissez, et puis après, je vais vous citer un exemple extrêmement précis. Non, mais attendez. L'alerte qui s'est révélée abusive. Et en effet, comme le dit Maître Pelletreau, dans ce cas de figure précis, je vous donne la parole dans une seconde. Vous savez comme moi comment fonctionne la société d'opinion. Vous avez un tapis de bombe médiatique dans un premier temps qui met en cause, ne serait-ce qu'au conditionnel, tel produit, telle entreprise, et puis finalement, on saisit les autorités sanitaires, on s'aperçoit que ça n'était que pure calomnie, en tout cas, ça présentait un caractère militant. Le retour, c'est que 6 mois après, quand on sait la vérité, ça fait 3 lignes dans les journaux et personne, au fond, ne lit ces 3 lignes. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors 2 choses. D'abord, vous mettez, M. Pelletreau, l'accent sur un point extrêmement important. Alors, j'ai été chef d'entreprise, donc je vois un peu de quoi vous parlez. Et s'il vous plaît, ne me faites pas le procès de dire qu'on est les gentils contre les méchants. Si mes paroles ont pu le laisser penser, je m'en excuse parce que… Non, attendez, je finis.
Parce que si j'ai pu avoir l'unanimité de ce texte des LR à la France Insoumise en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est bien parce que je crois nous avons trouvé une juste ligne de crête avec le MEDEF qui ne s'est pas du tout opposé au texte, même si évidemment il a tenté de l'influencer, avec un monde associatif auquel je n'ai pas donné raison sur beaucoup de sujets et donc qui n'a pas complètement, en tout cas qui a montré des divergences par rapport aux résultats, mais qui a soutenu le texte. Donc vous avez tout à fait raison. Et si mes propos ont pu faire penser que j'étais dans une caricature de l'un contre Non, l'autre, non, pas du tout. je pense que le seul… Pas Non, du non, tout. non, mais Non, je non, vous non, remercie Non, non, pas du tout. parce que Alors, c'est du tout. extrêmement important et vous avez raison de souligner ça. Je crois que dans cette loi, on est sur cette juste ligne de crête. Et encore une fois, l'unanimité en première lecture à l'Assemblée, je crois, atteste du fait qu'on a su trouver en tout cas une juste ligne de crête. Mais vous avez tout à fait raison, à la fois dans le lobbying, à la fois dans les sujets de lanceurs d'alerte, à la fois dans les logiques d'intérêts divergents qui peuvent s'exprimer, voilà, la caricature ne permet pas de faire progresser le débat. alors, Juste une seconde. Mais attendez, je voudrais donner la parole à Jean-François Narbonne qui ne s'est encore pas exprimé. Est-ce que, en nous retournant, on se retourne, on regarde au-dessus de notre épaule, il y a eu des cas d'alerte lancés dans le domaine qui nous intéresse, le secteur de l'agriculture, sur les OGM, sur les SDHI, enfin, etc., sur de nombreux sujets. Est-ce que jusqu'à présent, le lancement d'alerte, si je peux me permettre cette formule-là, a été utilisé au service de la science ou au service de volonté militante? Oui. Le législateur européen… Attendez, je posais la question à Jean-François Narbonne. Je vous donne la parole juste après. Non, parce que Jean-François Narbonne est un expert de ces questions-là. Il a travaillé avec l'ANSES, avec le Conseil de l'Europe. C'est un peu le scientifique de cette rencontre. Donc, je voulais qu'on lui donne la parole une seconde. Oui, je pense qu'il y a deux éléments différents. C'est d'une part le lanceur d'alerte qui constate quelque chose d'illégal. Par exemple, une entreprise qui rejette des déchets à des doses non autorisées de faire des traitements, etc. Bon, ou des systèmes qui fonctionnent de façon dégradée et dans lesquels on n'apporte pas remède, c'est-à-dire hors la loi. Et là, c'est évident. Et puis, le côté privé. Là, c'est évident qu'il va dénoncer une pratique illégale. Et ça peut faire même, disons, non-assistance à personne en danger, puisque si c'est illégal, ça risque de mettre en danger la santé des riverains, etc. Donc là, effectivement, disons, l'alerte, elle est justifiée, c'est-à-dire c'est illégal, c'est non conforme, et l'entreprise n'a pas déclaré aux autorités l'accident ou l'incident ou pratique ce rejet pour économiser des filtres ou des… Voilà. Donc là, je crois qu'effectivement, la protection juridique du lanceur d'alerte est totalement justifiée parce qu'évidemment, il ne va pas aller voir son chef en lui disant c'est illégal, il est sûr qu'il risque de… Si déjà l'entreprise se sait dans l'illégalité, alors il se peut que ce soit une alerte et dire attention, ça fuit, et que le directeur ne soit pas au courant. Bon, là, c'est simplement le fonctionnement normal, le signalement d'un dysfonctionnement. Quand c'est donc un dysfonctionnement qui persiste, c'est-à-dire il n'y a pas de remède, on cache finalement l'affaire. Là, effectivement, il doit lui-même alerter les autorités en dehors de son chef de la voie hiérarchique, qui est tout à fait la voie normale. Et à ce moment-là, il faut lui donner une protection parce qu'on peut il peut être licencié et, comme vous l'avez dit, mettre sur une liste rouge, etc. Donc là c'est tout à fait important aujourd'hui d'avoir ce statut juridique pour quelqu'un qui dénonce quelque chose d'illégal. Après, il y a toute une autre, et c'est là où j'avais donné des exemples, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une découverte scientifique et qui pense que cette découverte a des conséquences très graves
il imagine des conséquences. Par exemple, les OGM, on peut s'imaginer que l'ADN de l'homme va être modifié. Enfin bon, tout ça, c'est un peu comme les questions qu'on s'est posées pour les vaccins. Si vous voulez. Toutes les questions sont recevables. Voilà. Et des scientifiques comme au CNRS qui découvrent qu'une maladie orpheline, il peut y avoir l'effet de tel pesticide sur une maladie orpheline et donc il peut aggraver un cas, etc. Alors lui, il pense aux conséquences. Il dit, mais oui, ce que j'ai trouvé, ça peut être très grave. Donc là, c'est pas on ne dénonce pas une pratique illégale ou une non-conformité, on imagine des conséquences et on est en droit de l'imaginer. Et à ce moment-là, il faut alerter quelqu'un en disant est-ce que quelqu'un est capable de traiter cette alerte? Est-ce qu'il y aura des conséquences ou pas? Voilà. Et donc, effectivement, pendant très longtemps, on a été devant personne. L'administration circulait, il n'y a rien à voir. Alors, on a créé, et je résume très, très vite, depuis, et moi, quand j'ai lancé les premières alertes sur les PCB dans les années 70, on n'avait personne, on n'avait pas d'interlocuteur. Maintenant, on a créé, depuis à l'ANSES, etc., on a créé tout un tas de relais. D'abord, il y a la commission de validation des alertes qui regarde si les éléments scientifiques sont concrets ou pas, si les manips ont été bien faites, etc. Oui, ça, c'est très important, cette commission. Alors, on dit oui, ce que vous avez vu, c'est scientifiquement basé, ce sont des vraies données. Bon, et à partir de là, il faut voir effectivement les conséquences. Et on va transmettre aux différents organismes, c'est-à-dire à l'ANSES, à l'INSERM, etc., qui va mettre en place, qui va vérifier quelles sont les conséquences de votre découverte. Et aujourd'hui, tout ça fonctionne particulièrement bien. Il y a l'office parlementaire, les gens, nous, on a été, par exemple, auditionnés au Sénat, etc. Il y a des commissions. Et, par exemple, à l'ANSES, ensuite, s'il y a des problèmes réglementaires, des mises sur le marché, changer la réglementation, bien, on s'adresse à l'Europe en disant il faudrait préciser la réglementation ou modifier les tests, par exemple. C'est le cas de voilà. Jean-François, on s'arrête juste une seconde pour poser la question à M. Wasserman. Précisément, qu'est-ce qui existe dans votre texte pour prévenir les abus? Vous savez comme moi que les recours, c'est toujours très utile. Il y a des recours multiples, mais il y en a tellement d'ailleurs en France que la Cour de cassation sanctionne aujourd'hui les recours abusifs. Il peut y avoir aussi des alertes qui sont parfois abusives. Qu'est-ce qui permet d'en limiter l'impact? Alors, plusieurs choses. D'abord, je crois que là aussi, il faut bien comprendre que le monde économique n'est pas contre les alertes. Et de même que il faut éviter la métaphore du pauvre petit David contre le grand méchant Goliath, il faut éviter de penser que les chefs d'entreprise auraient intérêt à étouffer les alertes. Non, un chef d'entreprise, encore une fois, j'étais chef d'entreprise, je présente le directeur général, vous présentez votre matrice des risques à votre conseil d'administration. La matrice des risques, c'est évidemment un risque pour l'entreprise, au-delà du risque légal et du risque économique. Donc, vous devez gérer vos risques. Et l'alerte, c'est une façon de détecter un moment, par exemple, de nuire à votre entreprise. Et le plus en amont, le plus vite possible, c'est un véritable enjeu. Et c'est pour ça que, notamment dans mes échanges avec les représentants du monde économique, l'approche que j'ai choisie avec eux, c'est de dire, dès lors que le canal externe peut être activé directement par un lanceur d'alerte, alors laissons la liberté à l'entreprise d'organiser son canal interne, parce que j'avais plein de propositions pour surréglementer le canal interne. Si vous avez 30 sites, il faut faire 30 sites internes, si vous avez, etc. Donc, laissons la liberté de le faire parce que l'intérêt du chef d'entreprise, c'est d'avoir un canal interne pour traiter les alertes qui soit efficace, fiable, qui inspire confiance. Alors, si ce n'est pas le cas, la sanction sera immédiate. Je reviens à ma question. Donc, votre question, et j'y réponds. Votre question, et j'y réponds. Le premier point, c'est l'incitation pour les chefs d'entreprise de convaincre les lanceurs d'alerte de lancer leur alerte en interne et de la traiter rapidement. Ça, c'est le premier point. Parce qu'évidemment, ça démine du risque et ça permet à l'entreprise de le traiter au plus vite. Sur l'abus, il est extrêmement clair et c'est un risque de prison. Ça s'appelle la dénonciation calomnieuse.
Et c'est, alors je ne l'ai plus en tête, hein, je crois que c'est 6 mois de prison. C'est la dénonciation calomnieuse en termes de droit. C'est quelque chose qui est très ancré et dans nos discussions avec le Conseil d'État. C'est un garde-fou pénal. Donc, de même que la sanction relève du pénal, l'abus, c'est-à-dire la dénonciation calomnieuse, ça correspond à ce sujet qu'on appelle mauvaise foi, c'est-à-dire ou l'intention de nuire, hein, tout ça est très bien cadré par la jurisprudence, ça s'appelle la dénonciation calomnieuse et c'est puni de la prison. Le risque, c'est une peine de prison et une amende très importante. Donc ça, c'est évidemment le garde-fou qui existe dans le droit et qui est un point, évidemment, là aussi, une arme de dissuasion massive. Enfin, la pratique jusqu'à présent, prendre l'exemple des faucheurs volontaires, violation de propriété, destruction de parcelles de culture, n'ont jamais été condamnés devant un tribunal. Non, mais alors ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est l'esprit. Non, c'est l'esprit. Vous me dites qu'il y a la menace d'une sanction. Bien sûr, mais dans leur cas aussi, il y a la menace d'une sanction, elle n'est jamais appliquée. Non, mais ça, d'accord, c'est un autre sujet. Puisque que fait ma loi? Ma loi protège les femmes et les hommes qui sont attaqués par des intérêts. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas d'attaque, ma loi est inopérante. Donc, je m'inscris vraiment en faux contre l'idée qui consisterait à dire que ma loi est une incitation à faire n'importe quoi. Pas du tout. On est dans le cas précis, quand on parle de protection de lanceurs d'alerte, on est dans le cas précis de femmes et d'hommes qui sont attaqués. Donc, on peut prendre tous les exemples qu'on veut de personnes, L214 par exemple, ou d'activistes qui vont violer la propriété privée d'un agriculteur. Ma loi ne les concerne pas. Ma loi ne leur apporte pas une once de protection. Et d'ailleurs, avec le Sénat, on a été plus loin que le droit actuel pour le préciser, puisqu'on dit que l'information de l'alerte doit être obtenue de façon licite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si quelqu'un rentre dans votre propriété pour essayer de poser un micro et essayer de voir s'il n'y a pas une alerte à se mettre sous la dent, s'il vient fracturer votre truc juste pour voir quels sont les rapports secrets que je pourrais mettre sous la dent pour envoyer aux journalistes, qu'il va nuitamment donc rentrer dans une propriété agricole, eh bien, il est hors jeu pour la logique des lanceurs d'alerte. Donc, en ce sens, ma loi apporte une précision importante, c'est que cette alerte doit être obtenue de façon licite. Et donc, non mais c'est extrêmement important. C'est un travail important qu'on a fait avec le Sénat. Et donc, ça cadre tous ces comportements déviants dont vous parlez, qu'encore une fois, il serait abusif de considérer que ma loi les aide. Au contraire, ma loi montre ce qu'est un lanceur d'alerte et ce qu'il n'est pas. Et quelqu'un qui va violer une propriété privée pour faire de l'activisme, pour trouver une alerte à se mettre sous la dent, pour voler une information, pour voir ce qu'il peut trouver, n'est pas un lanceur d'alerte au sens du droit français. Voilà. Loin de moi l'idée de vous mettre en... Non, mais je le dis avec véhémence. Je le dis avec véhémence. Je le dis avec véhémence parce que vous mettez le doigt sur un point majeur, mais il ne faut pas tout confondre. Une loi qui protège les lanceurs d'alerte, elle cadre l'action des lanceurs d'alerte. Elle cadre notamment le fait que l'information doit être obtenue de façon licite. Donc, dans les exemples que vous avez dit, tout commence par un acte illicite, eh bien, ce n'est pas un lanceur d'alerte au sens du droit français. D'accord, très bien. Maître Pelletreau, comment les entreprises perçoivent ce cadre? Est-ce qu'elles se sentent d'ailleurs, parfaitement à l'aise? Alors, oui, non, clairement, si vous voulez, il y a, encore une fois, je reviens sur le sujet que je connais bien, qui est celui du droit de l'environnement et des entreprises que j'accompagne. J'entends avec beaucoup d'intérêt qu'on a un marqueur démocratique. Ça avait été repris d'ailleurs dans un journal quotidien national, qu'effectivement, les lanceurs d'alerte devenaient un pilier démocratique. Avant cela, je me suis amusé en fait ce matin à regarder la définition de l'administration. Il y a un point qui me frappe, si vous voulez. Aujourd'hui, on a besoin des lanceurs d'alerte. Encore une fois, mon point, monsieur le député, n'était pas du tout de vous mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais je précise ce point-là parce que c'est quand même le ressenti que j'ai au quotidien, si vous voulez. Très clairement, par les gens qui me disent, c'est ce que je vois au quotidien, si vous voulez. Ce n'était pas destiné à vous. Je dis simplement que ça peut contribuer à un climat des gentils contre les méchants. Et ce n'était pas du tout un propos qui vous était destiné, mais c'est quand même la réalité que j'entends au quotidien. Et si vous voulez, aujourd'hui, moi, sur les entreprises que j'accompagne, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on a un besoin, et ça c'est tout à fait légitime, ça fait partie d'ailleurs des grands principes du droit de l'environnement que sont le principe de participation et d'information. On a une transparence de plus en plus forte
sur les entreprises. C'est pour ça que vous trouvez un nombre d'informations absolument incalculable sur Internet. Alors, toutes les informations n'y sont pas, évidemment, mais elles y sont. Ça, c'est la première chose, donc, en termes de transparence. La deuxième chose qui me semble aussi importante de souligner, c'est qu'on met en place de plus en plus des mécanismes d'autocontrôle par les entreprises elles-mêmes et résultat duquel elles vont fournir à l'administration et après, il y aura des contrôles de l'administration. Donc, la question que je me pose de façon un peu plus macro, si vous voulez, c'est en fait, est-ce que finalement, cette protection nécessaire, monsieur le député, des lanceurs d'alerte, est-elle le signe qu'on a besoin d'un nouveau pouvoir en fait, pour contrôler les acteurs économiques ou d'ailleurs, est-ce le signe finalement que l'administration, dont c'est logiquement le but, n'est pas en capacité, n'a pas les moyens aujourd'hui d'effectuer les contrôles qu'elle est censée faire. Et si vous voulez, je me suis amusé donc, ce matin à reprendre cette définition et on vous dit que l'administration, c'est la fonction de l'État qui consiste sous l'autorité du gouvernement à assurer l'exécution des lois. Et donc, on le voit bien, si vous voulez, il y a évidemment des lanceurs d'alerte tout à fait légitimes, il faut les protéger, c'est absolument évident, mais ça veut dire qu'ils ont considéré ils ont constaté quelque chose d'illégal qui donc n'a pas fait l'objet d'un contrôle préalablement. Et c'est là où, me semble-t-il, il faut avoir un peu plus de… Enfin, en tout cas, il serait intéressant de voir un petit peu quelle est la source de la justification du lanceur d'alerte. Encore une fois, est-ce que ça traduit aussi un… Expliquez-moi à quoi vous pensez. Je pense, par exemple, sur la matière que je connais à peu près, en droit des installations classées, par exemple. Donc, les installations classées sont les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, si je résume. Vous en avez à peu près 500 000 en France, et pour les contrôler, vous avez 1200 équivalents temps plein d'inspecteurs. Donc, évidemment, elles ne peuvent pas toutes les contrôler. Et on le voit bien, dans un certain nombre de cas, les entreprises ne sont jamais contrôlées, et quand elles le sont, alors pour les plus… En fait, ce sont les plus emblématiques qui sont contrôlées, type Lubrizol, etc., je ne veux pas remettre de l'huile sur le feu, mais sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, Lubrizol, par exemple, va être inspecté parce qu'on considère que ce sont les plus dangereux. Voilà. Et vous avez toute une partie des entreprises qui sont considérées un peu sous les radars et qui seront contrôlées finalement soit par dénonciation d'un voisin qui se plaint de nuisances justifiées ou pas, hein, du reste, et soit en cas d'accident. Mince. Pardon. Et donc, on voit bien, si vous voulez, c'est ça qui m'interroge, si vous voulez, sur Alors, non, mais on va demander à M. Wasserman qui vous entend. D'ailleurs, très bien cet échange. Jean-François, tu interviens quand tu le souhaites, hein, évidemment. Monsieur le député, quel est votre, que vous inspire ce que dit… C'est très, très important ce qui est… Mais oui. J'ai échangé longuement lundi avec le directeur des affaires civiles et du Sceau, Jean-François de Montgolfier. On abordait ce sujet précis et les différences du droit anglo-saxon et du droit français. Oui. Le droit anglo-saxon, c'est plus ou moins, on ne contrôle pas. Par contre, si tu te fais choper, tu vas le payer très cher, hein, puisque, si on résume de façon très triviale, enfin, le droit anglo-saxon, c'est moins de contrôle en amont, vous êtes vraiment libre. Par contre, vous assumez votre liberté et le coût de la faute est extrêmement puissant. Le droit français, c'est plutôt on contrôle beaucoup, on valide, et puis la faute est quand même beaucoup moins sanctionnée qu'en droit britannique. D'ailleurs, vous en faisiez l'écho tout à l'heure dans vos propos, Monsieur Véry. Oui, sur les faucheurs volontaires. Non, mais il y a de nombreux cas de figure. Et je crois personnellement qu'il ne faut pas voir le lanceur d'alerte comme une déficience du contrôle amont. Les entreprises avec qui vous dialoguez, que vous représentez pour partie, les secteurs économiques que vous représentez ou avec lesquels vous travaillez, sont des secteurs économiques qui ne demandent pas de surréglementation et de surcontrôle. Donc, il faut trouver ce juste équilibre entre évidemment un modèle français qui laisse une place significative au contrôle, mais ça ne peut pas être le seul, j'ai envie de dire, la seule façon de prévenir le risque. Et d'ailleurs, les entreprises elles-mêmes essayent de mettre beaucoup d'indicateurs, de capteurs, de procédures internes de contrôle pour diminuer les risques et pour diminuer les manquements. Donc, je crois que vous avez raison. On pourrait croire que les lanceurs d'alerte n'existent que par défaut de l'État dans son rôle de contrôle,
parce que c'est ce que vous sous-entendez. Mais si on poussait C'est la question que je pose. Non, mais c'est une question extrêmement pertinente et qui montre la différence philosophique entre le droit latin et le droit anglo-saxon. Mais si on poussait ce raisonnement plus loin, on arriverait à une surréglementation encore plus en France et un surcontrôle encore plus en disant, bon, personne ne dit rien dans une entreprise ou si un salarié voit une situation voilà, qui pose problème ou le mercure qui se déverse dans la rivière d'à côté, comme je le disais tout à l'heure en exemple, personne ne dit rien, mais ce n'est pas grave parce que le contrôle fera tout. Donc, je pense que tout ça est une question d'équilibre en réalité. On va prendre juste un exemple, Jean-François Narbonne. Le cas des SDHI, là, c'est important. C'est un exemple d'alerte qui a fonctionné. Tout à fait. Ça a fonctionné, sauf que là aussi, et quand on passe à la voie hiérarchique, je crois qu'il faut faire la différence entre les chercheurs d'organismes publics, les fonctionnaires d'organismes publics et les gens du privé. Parce qu'effectivement, les gens du privé qui lancent une alerte qui peut être intempestive ou pas, il peut être licencié, je dirais, et même des fois pour une autre raison que celle-là. Hein. On va lui chercher une faute grave ou je ne sais pas quoi. Bon. Donc ça, on parle du privé. Là, aujourd'hui, c'est l'utilisation de plus en plus du message scientifique dans l'alerte, si vous voulez. C'est-à-dire comment un chercheur qui voit, qui obtient par sa recherche, et donc du secteur public, hein, comment il peut, comment dirais-je, penser qu'il y a une alerte, comment on valide cette alerte, oui ou non, et comment il la transmet. Alors, normalement, il doit faire appel à la voie hiérarchique, c'est le statut de la fonction publique, et que si son chef lui refuse, à ce moment-là, il a le droit de faire appel au peuple, de faire une tribune dans Le Monde ou dans Le Figaro. Mais c'est uniquement si on lui refuse. Et là, il ne va pas être licencié. De toute façon, il est chercheur, il faudrait une faute très grave pour le licencier. Donc, le problème, c'est comment on valide le message scientifique et qu'est-ce qu'on en fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. La dernière crise au Covid a été très intéressante parce qu'alors là, tout le monde, chaque médecin était lanceur d'alerte. Chacun racontait ce qu'il voulait. L'épidémiologiste disait il va y avoir 500 000 morts, l'autre il disait c'est circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, c'est extraordinaire parce qu'on laissait tout le monde s'exprimer sans filtre. Alors que dans l'organisation de l'expertise qui valide, par exemple, un comité scientifique n'a absolument pas le droit d'aller communiquer à la télévision en sortant, en disant, vous voyez, à l'ANSES, on est tenu, il y a le rapport de l'ANSES. La seule chose, c'est que le professeur Intel n'est pas d'accord avec la conclusion du rapport. Il ne va pas s'exprimer à la télévision pour dire pourquoi il n'est pas et que tous ses collègues sont des vendus au Big Pharma. Voyez. Donc là, ce qui est extraordinaire avec la dernière crise, c'est que chaque détenteur d'une parcelle du message scientifique a été médiatisé comme un lanceur d'alerte, ce qui a décrédibilisé totalement tout le discours, à la fois politique, scientifique, etc. Donc là, je dirais, c'est des cas différents. C'est d'un cas comment on gère une alerte scientifique, comment on la valide. Et aujourd'hui, avec la commission de validation de l'alerte, la saisine obligatoire des échelons supérieurs comme l'ANSES, enfin des gens capables de mettre en place avec de l'argent. De façon indépendante la situation scientifique, sur le terrain scientifique. Absolument. Sauf que par exemple, c'était le cas, je mettais dans les SDHI, quand les lanceurs d'alerte ont été auditionnés par la commission sénatoriale avec Cédric Villani, je crois qu'il avait un sénateur qui aurait dû être expulsé, viré, interdit de réélection, a dit « Il est connu que tous les experts de l'ANSES sont des vendus au lobby industriel ». Qu'un élu de la République se permette de dire il est de notoriété publique que tous les gens qui participent à l'expertise, qui sont du CNRS, de l'INSERM, obligatoirement des chercheurs publics, hein, sont tous des vendus au lobby industriel et donc on n'a aucune confiance, l'ANSES est pourri et vendu au lobby industriel, qu'un élu de la République se permette de dire ça. D'ailleurs, je crois que le président de l'ANSES a réagi violemment à ce truc-là, mais je veux dire, il n'a pas eu un blâme parce que c'est impossible. Qui peut imaginer que tous les gens du CNRSA sont tous des vendus à Big Pharma? C'est hallucinant. Là, on a été tous sur les fesses, quoi, alors qu'on a créé une agence indépendante avec toutes les validations d'indépendance, d'expertise et tout, de conflits d'intérêts et tout ça, et qu'un élu de la République se permet d'amener une notoriété publique que tous ces gens-là sont
personne n'est pourri. Alors ça, c'est quand même hallucinant. Alors c'est pour ça qu'on a un vrai problème aujourd'hui, c'est-à-dire de maîtrise que les chercheurs qui sont de plus en plus militants, parce que là aussi, on a vu une évolution très importante. À l'époque, je m'en rappelle, quand on lançait une alerte hors de son organisme de recherche, on était déplacé. J'ai des exemples à l'INRA où des militants avaient utilisé les résultats de leur labo pour aller voir les journaux. Ils ont été déplacés d'une unité. On ne les a pas virés, hein, ils ont été déplacés d'une unité à l'autre. Aujourd'hui, il a fallu 1 an et demi pour que le CNRS, après le début de la crise Covid, 1 an et demi avant que le CNRS rappelle aux chercheurs publics qui n'avaient pas le droit de s'exprimer librement et raconter n'importe quoi à la télévision, qui avaient un certain devoir de réserve. 1 an et demi. Bon, alors c'est vrai qu'au CNRS, il n'y a plus que des sociologues maintenant, il n'y a plus de chercheurs. Les gars, des vaccins, on n'en trouve plus parce qu'on a mis le pognon sur la sociologie, mais c'est la conséquence. Donc on a un gros problème sur le traitement scientifique. C'est pour ça que la loi me paraît très bonne de protection, encore une fois, du gars du privé qui dénonce une non-conformité dans la mesure où elle n'a pas été réglée par... et effectivement, le problème du contrôle public et de l'autocontrôle est extrêmement important. On est là parce qu'effectivement, la directive européenne, après la chute du mur de Berlin, a dit c'est chacun contrôle ce qu'il fait et rapporte à l'État qui peut faire un contrôle. L'État ne contrôle plus en primaire, mais il contrôle à un deuxième niveau. C'est tout l'achat CCP et les mises en... chacun est responsable de ce qu'il fait. Donc, on a décliné les choses de ce côté-là. Pour les non-conformités, reste le gros problème aujourd'hui médiatique, et on l'a vu avec Serralini pour les OGM, comment on traite une information scientifique, et là, et quelqu'un qui passe pour un lanceur d'alerte. Voilà. Justement, posons la question à M. Wasserman. C'est vrai que, alors vous n'êtes pas responsable de... Je suis plus responsable de vous que vous-même des réactions médiatiques. Puisque c'est mon métier, j'ai bien conscience, d'ailleurs, parfois c'est très émotionnel, ça part sur des bases qui sont extrêmement floues. Bon, ça, j'en ai parfaitement conscience. Mais ce que dit Jean-François Narbonne est vrai. C'est-à-dire que parfois, il y a un caractère un peu militant, puis il y a un retentissement médiatique très, très puissant derrière le lancement d'alerte. Et une fois que les choses sont retombées, une fois qu'on a redonné la parole aux sachants, on s'aperçoit que le mal est fait. Non, mais il y a énormément de points très importants dans ce que vous dites, M. Narbonne. Quand même 2 réactions. Dans le secteur public, il y a aussi des problèmes de marché truqué, il y a des problèmes de corruption en Afrique. Enfin, il peut y avoir plein de sujets qui touchent l'administration. Il y a des sujets de racisme dans certaines administrations qui peuvent être dénoncés et qui peuvent faire l'objet d'alerte. En tout cas, il y a eu des lanceurs d'alerte notoires dans ces domaines-là. Voilà, donc vous avez vu que j'ai vraiment été vigilant à ce que le secteur public n'échappe pas à la logique de lanceur d'alerte. Ce serait trop facile d'expliquer que c'est les méchantes entreprises qui doivent être encadrées sur la façon dont elles traitent les lanceurs d'alerte, mais que l'État, lui, les collectivités, tout ça, il n'y a pas de problème puisque c'est l'intérêt général, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils ne seraient pas soumis aux mêmes exigences que le serait le secteur privé. Et en ça, je crois que les représentants des entreprises étaient reconnaissants du fait qu'on ne fasse pas... on ne cède pas à la tentation qui consisterait à surréglementer le monde économique en disant que tout va bien du côté du public. C'est un point important. Même si vous avez tout à fait raison, l'expression en est différente. Alors, il y a beaucoup de sujets que vous traitez, sur lesquels je suis 100% d'accord avec vous, mais qui ne concernent pas le sujet que je traite en tant que législateur. Quand vous parlez de chaque interprétation farfelue de 15 personnes différentes qui vont exprimer à longueur de plateau télé leur façon de concevoir la santé publique, l'épidémie, la nocivité d'un vaccin, etc. Bon, ils s'appellent lanceurs d'alerte et ils s'autoproclament lanceurs d'alerte. Très bien, si on est en démocratie, donc ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. S'ils insultent des chercheurs du CNRS en disant que vous êtes tous vendus, évidemment, ils relèvent de la diffamation parce que, évidemment, il y a des armes extrêmement claires là-dessus.
Je rappelle que sur le sujet, j'ai regardé du coup de la dénonciation calomnieuse, c'est 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Hein. Donc il faut. Non, mais dire, le risque est réel. Oui. Après, il peut utiliser ou pas, mais oui, mais le législateur, il dit la loi. Donc il dit J'entends bien. Le Après, juge, il y a un autre sujet sur la justice, mais. bien sûr, le juge l'applique. Dans notre logique, voilà. En tout cas, chacun peut s'autoproclamer sur Je les vous donne plateaux. la parole, maître. Hein. Ouais. Chacun peut s'autoproclamer sur les plateaux télé comme lanceur d'alerte, voilà, mais ça ne traite pas du sujet de mon texte. Non, mais Et c'est important de le dire. Bien sûr. Et sur la logique qui est la vôtre, de dire c'est les limites du modèle de liberté d'expression. C'est vrai que tout le monde peut raconter n'importe quoi sur BFM. Et alors, l'élu de la République, je ne sais pas à qui vous faisiez allusion. Surtout à cet endroit-là, oui. Je ne sais pas qui était l'élu de la République dont vous parlez. Je n'ai plus le nom en tête, c'est dans le rapport de l'audition des lanceurs, dans le cadre des lanceurs d'alerte, et où il y a eu l'audition du directeur de l'ANSES et un élu qui était un sénateur, puisque c'est la commission du Sénat, je crois, avec Cédric Villani, qui a dit il est de notoriété publique que voilà. Mais c'est parce que c'est les journalistes qui disent ça. Hein. C'est vrai que c'est de notoriété publique, c'est-à-dire que les journalistes, Stéphane Aurel et d'autres, font leur beurre en disant que les experts de l'ANSES, enfin qui sont des chercheurs, sont tous des vendus. Alors, mais je veux dire, quand on se fait le relais de ça, surtout quand on est... C'est l'argument ultime, en effet. Il y a d'abord une controverse scientifique. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a un arbitrage par souvent une commission d'évaluation publique. Et il y en a en France, hein, nombreuses. Il y a une autorité qui est administrative, qui présente toutes les garanties d'experts payés par le service public. Donc, a priori, on se dit que c'est très solide. Et ensuite, donc, le stade ultime, c'est vous avez des gens, des groupes militants, des ONG, des militants écologistes notamment, qui viennent dire que les experts sont manipulés et aux mains des lobbies. Bon. Pour être très clair, il n'y aura aucune espèce de défense ou de complaisance avec ces propos totalement complotistes, totalement vérolés par une vision absurde de notre société où toutes les institutions seraient une espèce de modèle corrompu dans une dictature sanitaire. Bon, moi, je fais partie de la majorité. Je pense que vous n'aurez entendu personne dans la majorité expliquer que tous les scientifiques sont pourris à la botte des lobbies. En revanche, on est habitué à l'entendre, à recevoir des menaces de mort sur nos votes et une espèce de petite musique qui consisterait à dire que scientifiques, politiques, journalistes, on est tous cette espèce d'intelligentsia corrompue. Bon, tout ça, vous ne trouverez pas je ne trouverai pas de mots assez durs pour dénoncer à la fois la complaisance de certains, ou même carrément les hors-jeux de certains élus qui, dans leurs propos, sont totalement, à mon sens, inacceptables, et de médias qui le traitent à longueur de plateau télé avec une complaisance que je trouve d'une lâcheté sans nom. Voilà. En même temps, on est dans une démocratie. Oui. Chacun peut raconter les conneries qu'il veut sur les plateaux télé, et dès lors qu'il n'y a pas de mise en cause. Non, mais vous avez raison. Ce n'est pas votre boulot, c'est le travail des journalistes éventuellement. Je rappelle régulièrement que dans le média, il y a médiateur. C'est le boulot des journalistes de rappeler parfois leurs interlocuteurs à la raison. Et moi, je dois saluer quand même, je permets de le dire, je dois saluer quand même, dans ce débat de la Covid, il y a eu à nouveau, et c'était rare, la science qui, y compris de façon controversée, reprenait toute sa place dans la parole publique. Moi, je me souviens, c'était très frappant de voir un ministre parler des chiffres tous les jours à la télé au début de la pandémie. Enfin, c'était quand même une approche extrêmement scientifique, du politique qui disait il y a des rapports scientifiques, voilà ce qu'ils disent, et il y a une décision politique, voilà c'est la décision que je prends.
En tout cas, le ministre a pris Oui, je veux juste faire un commentaire. Juste un commentaire. Pardon. Oui, Jean-François. Non, vous avez raison de dire que l'administration aussi n'est pas blanc-blanc partout. Et on a des exemples où l'administration elle-même cache les problèmes. Ça, moi, je l'ai vu sur des usines implantées. Et la DRIR disait, on nous a dit silence là-dessus parce que c'est une usine qui va faire des panneaux solaires, c'est écolo. Donc, les études d'impact et tout ça, c'est à zéro parce que monsieur Untel veut avoir son usine écolo du coin, etc. Et là, on était saisis par le dessous. Les gens de l'administration qui étaient coincés par le préfet qui interdisait toute communication essayaient même des fois de demander aux gendarmes d'aller faire une enquête ou des trucs comme ça. Donc, il y a des anticorps. L'administration elle-même, il y a des blocages administratifs qui viennent de la politique, très, très forts. Ça, c'est je dirais, et le deuxième élément, l'autre, c'était l'exemple de Serralini pour les OGM, où justement, il demande de faire une étude sur les conséquences cancérigènes des animaux qui mangent des OGM. Bon, son protocole est nul et non avenu, et donc tous les organismes de recherche refusent le financement, et donc il se retourne vers une association anti-OGM, mais le privé, c'est-à-dire la grande distribution, Carrefour et les autres, pour financer sa manip. Donc on voit aussi que, bon, là, on lui a refusé de façon honnête, mais peut-être qu'on aurait pu lui refuser de faire l'expérimentation pour cacher quelque chose. Là, c'était tout à fait normal. Donc on voit bien aussi que quand l'orientation des crédits de recherche, les pressions politiques sur les administrations décentralisées de l'État, comme l'on dit, qui sont des fois scandalisées par la pression qu'on leur met de circuler, il faut surtout rien dire, effectivement, le tissu administratif n'est pas blanc-blanc et a aussi moyen de pression. Ce qui fait que ce n'est pas évident de qualifier le lanceur d'alerte, quelle est sa position dans ces différentes interactions entre les bons et les mauvais, les bons et les méchants. Maître Pelletreau, il y a un petit moment qu'on ne vous a pas entendu. Vous considérez que le projet de travail de M. Wasserman est utile malgré tout? C'est-à-dire qu'on avait besoin de clarification. Non, mais évidemment, je ne rentrerai pas dans le propre jeu, je l'indiquais tout à l'heure avec les gentils. Non, pas du tout. Je pense que c'est absolument fondamental. Si vous voulez, aujourd'hui, très clairement, encore une fois, c'est vraiment… sur la matière qui me préoccupe, qui est l'environnement, c'est l'un des grands principes du Code de l'environnement. Vous avez le principe de participation et d'information. Là-dessus, j'ai aucun débat. Et je pense très clairement que plus on donnera d'informations, moins on prêtera le flanc, finalement, à telle ou telle manipulation. Ça me semble vraiment important. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble tout à fait capital de pouvoir protéger effectivement les lanceurs d'alerte. Et j'irais même plus loin, je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin pour la protection de ces lanceurs d'alerte. Il avait été prévu un moment que le filtre de l'alerte passe par le défenseur des droits et qui justement est une espèce de procédure de protection où le lanceur d'alerte en fait prend contact de prime abord avec le défenseur des droits pour qu'il lui donne une espèce de stempel en disant vous êtes effectivement lanceur d'alerte, on vous protège, allons-y. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, on aurait pu même donner les coudées encore plus franches aux lanceurs d'alerte. C'était une piste qui me semblait intéressante. Je ne crois pas qu'elle ait été reprise dans la version définitive du texte. Donc ça, de ce point de vue-là, moi, j'ai aucun débat là-dessus. Monsieur le professeur Narbonne le disait, on est tous perfectibles, ça c'est certain, nul n'est parfait. En revanche, c'est certain, c'est qu'il y en a qui le savent et qui ne font rien. Donc ça, il est évident. Voilà, dans ce cas-là, il faut effectivement prendre des mesures pour les accompagner de façon plus ou moins virile pour rentrer dans le droit chemin. Je reviens juste sur un commentaire que monsieur le professeur Narbonne nous disait tout à l'heure. Comment valide-t-on l'information scientifique, si vous voulez, et je voulais rebondir sur ce sujet-là avec la notion de bonne foi du lanceur d'alerte. Monsieur le député a parfaitement raison d'insister sur le fait que la sanction, c'est la dénonciation calomnieuse. Je pense utile de rappeler que la définition retenue du lanceur d'alerte, mais je crois que sur la partie de la bonne foi, elle n'a pas changé depuis la loi Sapin 2, c'est la personne qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi. Alors la difficulté dans ce cas-là, c'est quelle est la bonne foi ? Quel est le degré de bonne foi, si vous voulez, entre un scientifique qui connaît parfaitement son sujet et qui dénonce en connaissance de cause, et une personne qui croit avoir déniché un lièvre, entre guillemets,
et qui va le mettre sur l'agora. Donc je pense que là-dessus, on a, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, monsieur le député, mais il faut, et c'est le sens même de votre texte, et tel que vous l'avez écrit avec madame la sénatrice Di Folco, c'est vraiment une notion d'équilibre. Et c'est pour ça qu'à mon avis, je vous interromps juste une seconde. Comment vous le mesurez, l'équilibre? On voit qu'on est rentré dans un siècle qui est celui de la complexité scientifique. Alors, vous évoquiez les uns et les autres les débats, je crois que c'est toi, Jean-François, le débat sur les 18 mois de pandémie. J'ai entendu sur les plateaux télé, j'ai entendu des choses très contradictoires par des gens qui avaient l'air parfaitement de bonne foi. Dans un siècle qui est celui de la complexité scientifique, et vous savez comme moi que d'ailleurs parfois même les experts perdent compétences scientifiques, hein, la vérité scientifique elle évolue, ceux qui ne se mettent pas à jour prennent le risque de passer à côté. Comment, maître, vous évaluez précisément la bonne foi dans un siècle, je reprends ma question, dans un siècle qui est celui de l'hypercomplexité? Peut-être par un peu de modestie déjà à mon avis, et par le temps, si vous voulez. Enfin, il faut avoir la modestie de reconnaître qu'on ne connaît pas tout. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai envie de rajouter une chose à votre complexité scientifique, c'est la rapidité aussi, oui. dans laquelle on est rentré. Vous avez raison. Un chercheur cherche, et donc pour chercher, il faut du temps. Et si je dois être caricatural, un informateur informe, et donc c'est immédiat. Et si vous voulez, on a un espace-temps, et si vous voulez, si je reviens même sur la notion, sur l'environnement de façon générale, c'est la vraie difficulté qu'on a sur cette matière en particulier, mais comme sur d'autres, c'est la gestion du temps entre le temps long sur les effets des décisions et le temps court avec la nécessité de réagir immédiatement. Et c'est les problématiques du changement climatique qu'on va retrouver, etc. Et donc, c'est une vraie difficulté sur la complexité scientifique. Et je pense que nous gagnerions tous à parler un tout petit peu plus au conditionnel et moins à l'indicatif, précisément sur la complexité scientifique. Je ferai le reproche à personne d'avoir évolué sur les connaissances, notamment de la pandémie, mais il est évident que les connaissances qu'on avait en novembre 2019 ne sont plus les mêmes en février 2022. Et donc, la complexité scientifique, elle se traite avec le temps. Et c'est ça la difficulté qu'on a. Et c'est ce qu'on retrouve, si vous voulez, l'idée de dire, si je reviens sur la loi, l'idée de dire on doit permettre à des gens qui se cachent et qui font des choses mal d'être dénoncés, ça me paraît assez logique. J'ai pas de difficulté. En revanche, quand on commence à rentrer sur des notions de bonne foi avec des gens qui n'ont pas forcément la compétence pour évaluer les informations qu'ils ont avec eux, et que finalement on nous dit qu'on peut faire une divulgation publique, parce que c'est une des grandes nouveautés du texte. Avant, il y avait un canal à respecter lorsqu'il y a un danger grave et imminent. Qu'est-ce qu'un danger grave et imminent finalement? Et c'est là, donc, encore une fois, la question que vous posez, elle revient à la nécessité de gérer le temps, et ce qui n'est pas le fort en fait du traitement. Est-ce que ça aura un impact sur la recherche en France, Jean-François Narbonne? Est-ce que les conditions de la recherche se sont un peu éclaircies, un peu levées? On sait qu'il y a le principe de précaution qui souvent est un principe plus d'interdiction que d'action, alors qu'au départ c'était un principe d'action. Est-ce que tout ça ne concourt pas finalement à encourager peut-être des chercheurs à aller chercher de l'autre côté du Rhin, tiens, comme je pensais à prix Nobel de chimie. Le principal, ça a été la réduction massive des budgets de recherche depuis 30 ans, qui fait que les gens sont coincés et incitent à une compétition médiatique entre les équipes de recherche. Et on voit même que entre le CNRS, par exemple, et surtout l'INRA et l'INSERM, pour des raisons santé environnementale, vous avez une lutte. L'INRA, c'est devenu INRA-E. Avant, c'était le développement des coopératives industrielles agricoles. Maintenant, c'est environnement, et les chercheurs de l'INRA sont plus militants que les ONG, dans certains cas. On a une inversion totale des choses. Et vous avez entre l'INSERM, sur les perturbateurs endocriniens, les enfants dans les écoles sont perturbés, alors que ils vont dire on a démontré que, alors que dans la publication, il dit on a des éléments qui sont à vérifier, etc. C'est-à-dire que même les services de presse de l'INSERM et des organismes de recherche, vu la pénurie grave de budget, font une compétition, on se croirait sur France 5, bon, sur la 5. Donc là, c'est la première des choses. Par contre, je crois que la création de cette commission de validation de l'alerte est très importante, parce que justement, là, pour les éléments scientifiques qui permettent de dire est-ce que les conséquences sont graves ou pas,
est-ce que vous avez raison ou pas, ou est-ce que les éléments que vous avez sont au départ fiables ou pas? Est-ce que j'ai vu ça sur Internet, dans un réseau, dans un site complotiste, ou est-ce que j'ai fait 10 ans de recherche qui fait que j'ai montré qu'il y avait un certain effet, mais je ne connais pas les conséquences santé publique, parce que là aussi, quand on parle des scientifiques, le scientifique n'existe pas. Il y a des scientifiques qui ont une vision, on l'a vu, de l'épidémiologie, du clinicien, du service des urgences, etc. Chacun a sa vision de sa discipline. Et c'est d'où le côté pluridisciplinaire de la mise en place de comités à l'ANSES. On est une quarantaine par comité d'experts qui nous permettent de nous confronter et de s'engueuler entre nous, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est très important. Or là, quand on a mis en place un conseil de défense pour donner les éléments scientifiques aux politiques, on n'a pas mis la clause que l'on a tous à l'ANSES, c'est-à-dire de ne pas s'exprimer dans les médias, ce qui est absolument incompréhensible. Comment on a pu faire ça? Et le deuxième élément, c'est que les politiques sont de plus en plus, comment dirais-je, frileux et ne veulent pas de responsabilité. C'est-à-dire ils utilisent les arguments scientifiques pour justifier leur choix. Or, là, dans la politique, nous, on fait deux choses. Un dossier scientifique donne des options de gestion, c'est-à-dire on dit, tiens, vous pouvez faire ça, ça et ça va avoir telle conséquence, mais c'est aux politiques de décider, parce qu'effectivement, fermer une usine et mettre à la porte 300 personnes, ou arrêter l'agriculture par certains pesticides ou un truc comme ça, c'est des choix politiques, c'est pas des choix scientifiques. Or, de plus en plus, on a des décideurs qui disent ah ben c'est les politiques qui l'ont dit, moi je ne suis pas responsable. Et moi j'ai eu des cas, je peux vous citer des tas de cas où même les politiques ont dit vous nous embêtez de dire que c'est pas toxique parce que nous on voulait prendre telle décision pour contrôler dans l'agriculture. Mais vous avez qu'à les prendre vos décisions. Vous n'avez pas besoin de dire que c'est cancérigène. Voilà. Donc on a cette confrontation là, mais je crois que là, si on mettait vraiment en avant la commission de validation, elle est très intéressante parce qu'il y a des scientifiques qui permettent de savoir si les données scientifiques sont sérieuses, et des ONG qui permettent de savoir aussi le côté militant, etc. Donc, on a cette commission qui doit dire un lanceur d'alerte, quel qu'il soit, on doit, en dehors de la non-conformité, il n'y a pas besoin de valider, hein, quand on fait un rejet illégal. Et d'ailleurs, quand vous parlez des entreprises, je voudrais attirer votre attention sur les grandes entreprises et les petites entreprises. Parce que souvent, ce qu'on voit des gens qui travaillent à l'illégalité, qui rejettent leur rejet dans la forêt à se planquer, c'est des PME, c'est pas Veolia. Hein. Donc, il y a une grande différence entre les grandes entreprises et les parce que les non-conformités, on les voit souvent sur les petites entreprises ou même les auto-entrepreneurs qui, eux, n'ont pas tout ce système de HACCP, de validation, d'autocontrôle, etc. Donc, HACCP, vous peut-être expliquer, c'est l'analyse des points critiques. Oui, c'est l'analyse des points critiques, voilà, et pour la maîtrise des points critiques, pour éviter, à partir des dangers, d'éviter les risques. Mais je crois qu'il faut vraiment mettre, parce que cette commission de validation, là, dans le cas des pesticides, des fongicides, elle a fonctionné. C'est-à-dire que le chercheur a été audité et on lui a validé. On lui a dit, oui, vos données sont intéressantes. Maintenant, pour avoir les conséquences, il faut que ce soit pris en charge par l'argent public. Voilà. Donc ça a bien fonctionné. Et je crois que dans la lutte pour savoir si c'est de la bonne science ou pas, etc., il faut des gens qui... Et cette commission pluridisciplinaires et qui ont multipartenariales, c'est-à-dire il y a les ONG, il y a l'administration, il y a des experts, etc., me paraît très intéressante pour avoir une vision globale de validation de l'alerte. Bon, Maître Pelletreau, merci. Jean-François Narbonne, merci. Je vous laisse peut-être rester avec nous une seconde quand même, que je voudrais vous demander de conclure, M. Wasserman. Vous savez qu'on reproche souvent aux parlementaires de voter des lois. Une fois que la loi est votée, pouf, c'est quelques lignes au journal officiel. On ne se soucie pas de savoir si elle est bien appliquée. D'abord, si elle est appliquée, si elle est bien applicable et si elle est bien appliquée. Comment vous allez suivre votre travail dans le domaine des lanceurs d'alerte? Alors, je vous réponds. Je me dois quand même de réagir au propos de M. Narbonne, qui pose un vrai sujet. C'est la décision publique et l'interaction entre la science et la décision publique. Mais accordez-moi, M. Narbonne, que ce sujet a été au cœur de la pandémie, que le président de la République, rappelez-vous, quand il a déconfiné, le risque qu'il a pris et la volée de bois vert médiatique qu'on a eue, parce que les scientifiques étaient beaucoup plus prudents
Oui, oui. Beaucoup plus prudent que le président de la République, qui lui a bien pris une décision en opportunité politique. Et il a, je crois, un haut respect de la science, mais une haute conscience du fait que sa décision est politique et que c'est à lui de l'assumer. Et je Voilà. l'illustre Là, par un il l'assumait, vous avez raison. exemple. Simplement il y a une confusion que je tiens à mettre, c'est qu'on confond médecins et scientifiques. Mais Les médecins ne absolument. sont pas des scientifiques. Donc, et d'ailleurs, malheureusement, quand on fait une commission de crise, on ne met pas des scientifiques. Souvent, on l'a vu dans Lubrizol et tous les erreurs de gestion, c'est qu'on met des médecins. Or, les médecins sont des gens très compétents pour soigner les gens. En gestion de crise et trucs, c'est pas forcément les gens les plus compétents. Or, en France, on met le médecin au centre de tout, surtout dès qu'il s'agit de santé publique. On a vu que les vétérinaires, les pharmaciens, tous les autres étaient mis de côté. Et surtout, dans la gestion de crise, il y a, quand la science est dépassée, parce que la science ne peut pas répondre à tout dans l'immédiateté, comme on l'a dit, il faut 6 mois pour répondre. À ce moment-là, il faut faire appel à des anciens, ce qu'on appelle les experts, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude. Or là, le Sénat, par exemple, il y a 10 ans, avec le SRAS ou le H1N1, et j'y étais dans cette crise, avait fait un excellent travail de montrer tout ce qui n'avait pas marché. Les policiers étaient affolés, il fallait les vacciner, etc. Bon, on a eu exactement la même chose. Or, quand la crise on ne fait absolument pas appel. Il n'y a aucun débriefing et aucune conséquence. Tout ce qu'il y a eu 10 ans avant, on le passe, on ne s'en sert pas. Et ça, c'est grave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi de l'expertise de la gestion. Et là, c'est plus la science. C'est la connaissance, à dire, moi j'ai l'habitude de gérer les crises et voilà ce que je conseille. C'est plus la science. Allez-y, monsieur Wasserman. Pour le coup, monsieur Narbonne, le haut comité scientifique qui a entouré le président de la République, c'était quand même l'illustration du fait de ce circuit court qu'il souhaitait mettre avec des personnes éminentes et reconnues en matière scientifique. Et vous avez parlé d'une chose extrêmement importante, c'est les cycles de temps. C'est-à-dire que quand vous êtes aux commandes d'une économie qui est gelée parce que tout le monde est confiné, vous n'avez pas les 3 mois de réflexion pour être certain. Donc, vous gérez l'écoute sincère d'une parole scientifique avec ses doutes. Et je crois que le doute, moi je suis ingénieur, alors je n'ai pas évidemment votre cursus académique, mais en tant qu'ingénieur, je sais l'importance du doute dans la démarche scientifique et que la vérité absolue, voilà, on en est très très loin. On raisonne par probabilité, par intuition, par conviction, puis par démonstration, mais on a tout un cheminement scientifique qui s'accommode très mal avec qui alimente mais qui ne peut pas évidemment être lui-même conditionné au rythme de temps de décision publique. Mais pour répondre à votre question, M. Perry, elle est très importante. Rapidement, parce que j'en ai une autre là, très rapidement. Vous pouvez répondre par oui ou par non, parce que c'est une question écrite. Le lanceur d'alerte, pour être qualifié comme tel, est-il toujours salarié? La personne qui nous écrit nous dit, à titre d'illustration, est-ce qu'un administré citoyen qui dénonce par exemple les agissements d'un responsable municipal peut être considéré lui aussi comme un lanceur d'alerte? Oui, alors la réponse est oui, puisque notre définition est large. Répondu. Et ce n'est pas forcément un salarié, y compris dans le monde de l'entreprise, ça peut être un fournisseur, ça peut être un consultant, ça peut être n'importe qui interagit avec le monde économique. Oui, vous vouliez répondre. Monsieur Perry, sur le contrôle de la loi, vous avez tout à fait raison. On a 2 ans après le vote de la loi une évaluation qui en est faite. Donc, je ne sais pas si je serai député à ce moment-là. Si je le suis, je m'attacherai évidemment en tant que rapporteur de cette loi à travailler sur sa mise en œuvre. Et je voudrais dire quelque chose d'important. Le rapport dont je parlais tout à l'heure, le rapport parlementaire qui montrait les limites de Sapin 2 et le caractère peu opérant et les problématiques de la loi, c'est bien des lacunes de la loi actuelle que doit se nourrir l'évolution du droit. Et c'est pour ça que je suis heureux que ma loi ait pu s'appuyer sur ce rapport qui montrait les limites de l'édifice législatif existant. Merci beaucoup à tous les trois. On a dépassé notre Merci à vous. Si je puis dire. C'était passionnant, c'est un vrai sujet. En tout cas, on va le suivre, nous, avec grand intérêt, parce que l'alerte est un droit, un devoir, même dans certains cas, mais il est un devoir aussi de protéger les entreprises, de protéger la recherche scientifique, la science en tant que telle. La science n'est pas une opinion comme les autres. Ça n'est d'ailleurs pas une opinion, c'est la science. C'est ce qui fait la différence entre une connaissance et une croyance.
C'est que l'une est réfutable, pas l'autre. Mais c'est un autre sujet. Merci Jean-François Narbonne. Merci Maître Sylvain Pelletreau, avocat en droit de l'environnement, cabinet Richelieu et associé, Richelieu avocat. Et merci Monsieur le député. Merci à vous. Bonne chance si vous êtes en campagne bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.